Et donc nous sommes de retour avec un appareil plus performant. C'est un Philips made in Australia et non pas un Huisai made in je sais pas où. Alors bonne maman, Oui. j'aimerais que tu me confirmes que tu n'as pas entendu parler, ou alors que tu ne te souviens pas de l'impact du crash de 1929. Non. J'étais premièrement trop jeune. Et deuxièmement, on ne parlait pas de tout ça en famille. Non. Vous, maintenant, vous avez vos parents qui vous mettent au courant de beaucoup de choses. Nous, pas du tout. Mais tu t'en rendais pas compte du tout. Ah, pas du monde. Mais Je même savais quand même après... que le président de la République, c'était Albert Lebrun. Ouais. Par exemple. Mais c'est tout. Voilà. Alors, dans ces années-là, je crois que ma mère m'a parlé de Madame Hannot. Alors, Madame Hannot, c'était une banquière qui avait fait banqueroute, c'est le cas de le dire, qui avait floué beaucoup de petits épargnants. Je peux pas t'expliquer exactement son histoire. On en a fait un film plus tard avec Romy Schneider. Mais elle était en prison, cette brave dame. Elle ne voulait pas manger. On l'obligeait à manger. Alors, comme à l'époque, je n'avais pas d'appétit, ma mère me disait, on va te faire comme Madame Hannot, on va te forcer à manger. Alors, je ne connaissais pas Madame Hannot, j'ai su par la suite qui elle était. Mais non, on m'a jamais parlé du crack. C'est la même chose, j'imagine que vous entendiez encore moins parler de la politique étrangère. Ah, pas du tout. Ok. Ça, pas du tout. Donc par contre, le Front Populaire de 36... Mais avant ça, avant 36, donc en 34, le jour de la mort d'Albert Ier, le roi des Belges. Ah oui. Alors ça, donc j'avais 9 ans, ça m'a frappé. Je pense qu'il doit avoir eu un accident. Je me demande même s'il n'était pas à cheval. Je me trompe peut-être, hein. Ouais. Que je demande, mais enfin, je sais que ça m'avait frappé. Je sais que c'était un lundi. Ah. Tu vois pourquoi? Bon, papa, tu nous rejoins? Donc, bon, maman, le Front Populaire de 36, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui, mais, oui. Alors, par exemple, le 1er mai 36, nous sommes allés à l'île Willy avec mon frère Albert, mais ça nous a fait plutôt peur qu'autre chose de voir des manifestations, les gens point levés. Alors les femmes qui mettaient des rubans rouges dans leurs cheveux ou des rubans rouges en guise de lacets, et puis alors on manifestait dans les rues le point levé. Ça m'a fait... Moi j'avais 11 ans. Ouais, Ça m'a fait peur. Attends, bon papa, rapproche-toi, parce que sinon on va pas t'entendre. le communisme me faisait peur. Ouais. J'ai cette idée. Bon, alors à ce moment-là, 1936, Roger Salengro s'est suicidé. C'était le maire de Lille. Alors ça, on en a quand même entendu parler. Alors il s'est suicidé à cause des cabales qui se sont montées contre lui. Certaines personnes ont laissé courir le bruit qu'il avait déserté pendant la guerre 14. Et ça, il n'a pas pu le supporter, parce que premièrement, ce n'était pas vrai. Et il s'est tué. C'est un peu Roger Salengro. dans un autre idée ce qu'on fait à Clinton maintenant. Oui, Ouais. mais enfin, lui, c'était pas pour sa vie privée, Roger Salengro. Non. Alors là, Roger Salengro, c'était un socialiste. Oui. Mais tous les gens l'estimaient. Ah oui. C'était un homme très bien vu. Et même le cardinal Liénard, l'évêque de Lille, s'est insurgé À fustiger dans la presse. chair. C'est la presse qui a C'est la presse, en fait. été Qu'il la a... presse de droite. Il était dépressif, il s'est suicidé. Était Et virulente. alors, Monseigneur Liénard, Je ne sais même pas si on peut être sur mon terme. ah si, certainement. Et Monseigneur Liénard, d'ailleurs, on l'appelait l'évêque rouge. Oui. Il était près Parce qu'il a pris la défense... Il était près du peuple. il a pris la défense de Roger Parce que Salengro. tous les évêques et tous les curés devraient être près du peuple. Enfin, je vais m'asseoir à côté de toi, comme ça, Et est-ce que vous... Bah, pour ce là c'est pas gênant. Hein. À la limite, on entend mieux. en arme. Et sinon, est-ce que vous vous rappelez d'événements politiques ou non
L'événement d'avant-guerre, oui. Juste en 38, en 1938, Daladier, c'était le ministre des Affaires étrangères, sans doute. Oui. Édouard Daladier. Oui. Il est allé avec M. Chamberlain, qui était Premier ministre, sans doute en Angleterre. Il est allé monnayer une paix. Il y avait des bruits de guerre qui couraient, ils sont allés voir Hitler. Mais je crois que dans le fond, on a été roulé avec cette histoire-là. Alors, Pour essayer de trouver un moyen d'entendre, quoi, un traité, quoi. pour qu'il n'y ait pas la guerre. Parce qu'on avait mobilisé les hommes, les frères étaient partis, mes deux frères aînés. Alors, quand ils sont revenus, ils ont dit il n'y aura pas de guerre. On a poussé un ouf de soulagement, mais c'était reculé pour mieux sauter, puisque la guerre est arrivée l'année d'après. On ne pouvait pas se fier à Hitler. Hein. Donc justement, on va y venir. La guerre septembre 39, on va faire un petit peu pour vérifier. Les événements politiques, nous on s'apercevait, j'étais jeune, bon c'était en 38, bon j'avais 16 ans, mais je me rendais bien compte que par exemple en France, il y avait des gouvernements formés, ils duraient 8 jours, 15 jours, 3 semaines, puis pouf, c'était renversé, on en faisait un autre avec à peu près les mêmes... La France ça battait de l'aile à ce moment-là. Ça constitue mon grand 5, la 4e, 5e République, vous parlerez de ça. Ah ouais. Ensuite, donc là on va attaquer la guerre, puis là je vais vérifier si ça enregistre bien. Bon. Donc voilà. Donc septembre 39, la guerre éclate. Alors qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? J'étais tout jeune homme, 17 ans. Tu bossais avec ton père à Boucher. C'est Donc qu'est-ce que tu te rappelles de... Oui, je travaillais avec papa. Ouais. Et puis, on pouvait passer le permis de conduire, se passer à 18 ans. Ouais. Il y a eu une dérogation venant du gouvernement, certainement qui prévoyait que cette guerre, et donc il y avait beaucoup d'hommes mobilisés. Alors ils ont avancé la date du permis d'un an. Donc au mois d'octobre ou novembre, j'ai été prendre quelques leçons de conduite, il n'y avait pas beaucoup d'autres écoles que maintenant, à Lille, l'école Hoffmann, dont beaucoup se souviennent, mon père, mon beau-frère aussi était à l'école Hoffmann. Alors j'ai pris quelques leçons, et puis, comme je savais un petit peu conduire, je voulais dans le village, et je me permis de prendre le tour, je crois qu'il donnait certainement assez facilement, du fait de ce qui m'a permis à l'évacuation, près de... Tu te rappelles de la marque de la voiture que vous aviez? Oui, c'était une Renault. C'était un ancien taxi. Et tu te rappelles en fait, vraiment la nouvelle où quelqu'un t'a dit, ou je sais pas, tu l'as pris par la radio, de la guerre? Oui, d'ailleurs, ce qui ne s'est pas fait, ce qu'on n'a jamais pu, je crois que le tocsin a sonné. Les cloches ont sonné comme le feu, quand il y a le feu, ça ne sonne pas, on tape sur le marteau, pam, 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 pam. Bon, alors nous on était jeunes, on s'en rendait pas compte, on savait pas ce qui allait se passer, mais nos parents, nos grands-parents, étaient bien à la guerre, et quel malheur. Puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les placards sur les murs, hors de mobilisation, les soldats, à partir de telle date, telle classe, mais ceux qui sont nés en 1920 ou bien, je ne sais pas, ils devaient se rendre les uns d'un côté et les autres de l'autre, mais c'était la foire d'un point. On était, bien avant l'ouverture de la guerre, on était battus. On était en terre de guerre. Tu aurais vu comment les soldats étaient fréquentés. Les Allemands, ils avaient des bottes, j'étais rageux. Et à toi, vraiment, t'étais où à ce moment-là? Alors, moi, j'étais à Cisoin, chez mes parents. Donc, c'était l'année où je travaillais avec mes parents. Oui, 39. Je venais juste de l'année scolaire, 14 ans. T'étais à la boucherie? J'étais à la boucherie. On habitait la boucherie à ce moment-là. Et moi, mes frères sont partis déjà. Fascicule numéro 6. Les soldats avaient des fascicules. Ils ont été appelés tous les deux, René et Albert.
Bon, si tu veux, c'est extrêmement triste. Elle n'est pas partie, tu connais l'histoire parce que je faisais partie du 3e contingent, mais mes parents ont dû partir leurs 2 fils aînés. Ils ont été mobilisés avant que la guerre ne se déclare. Et puis, on avait toujours espoir qu'il se passe un miracle, mais non. Le dimanche, à 3h, le dimanche 3 septembre, à 3h, on était à l'écoute du petit poste de radio, puis voilà, on nous a annoncé que la guerre était déclarée. Alors, bon, tout le monde pleure quand c'est comme ça, parce que malheur la guerre, hein, comme disaient les Allemands, malheur la guerre. Bon, alors, ça c'était un jour terrible. Et alors pour les jeunes, si tu veux, c'est terrible parce que dans la maison, tout s'arrête. Dans la maison, tu n'as plus le droit de trop rire. Oui. Quand tu as tes frères... Bon, moment s'est trouvé à ce problème que moi je ne me suis pas trouvé. Hein. Moi, mes frères partis à la guerre. Mobilisé chez nous. Hein. Comment ça se fait? C'était lui l'aîné. C'était moi l'aîné, j'étais trop jeune. Encore trop jeune. Et moi, mes 2 frères étant partis, bon, papa et maman étaient fort tristes. Et puis nous, on habitait avec Zélie. Zélie, elle était là avec une petite fille, Madeleine, qui avait 2 ans, et elle attendait un bébé, qu'elle a eu l'année d'après, en 1940. Donc, c'était fort triste. Pendant la guerre, vraiment... Et alors, comment, c'était la panique? Comment ça s'est passé? Non, c'était pas la panique, c'était la tristesse. Les gens, les anciens, comme je te dis, les parents ou les grands-parents, ils disaient qu'est-ce qui va arriver, après tout ce qu'ils avaient vu en 14-18. On a distribué des masques à gaz, c'était très agréable aussi. On se promenait avec le masque à gaz en bandoulière. Et puis, quand tu mets ça devant ton nez, tu sais, tu marques étouffé. Ça fait une drôle d'impression. J'en ai jamais servi. Hein. Il y a eu des alertes. Il y a la sirène, il y avait une sirène de monter à la mairie. Quand il y avait une alerte, ça il fallait aller à l'abri, en principe. Alors nous, on avait fait un abri, écoute ici, c'est dans la cave que tu ne connais pas, tu peux le connaître, en dessous de la tuerie. Mais elle jouxtait la citerne à Purin. Il y avait des fuites. Et alors on était là avec les grands-parents et ma grand-mère, tout d'un coup. Je crois que c'est Jean ou quelqu'un qui a fait un P. Alors Jean, ça y est, chez les gars. Non, dit ma grand-mère, chez quelqu'un qui a WC. Oui, c'est ça. Une VCAP. V-E-S-C-E. Et alors après, la sirène, quand c'était fini, il y avait un avion de reconnaissance qui était à 10 000 mètres de terre, je sais pas. Enfin bref, il n'y avait rien du tout. Hein. Et alors, sitôt que la sirène, on remontait. Et alors ça, déjà, les sirènes, ça c'était déjà dès septembre 39? Ah ouais, 38 okay. Maintenant. Et alors, comment ça s'est organisé? Par exemple, est-ce que vous avez dû évacuer tout de suite? Non. C'était en mai 40, l'évacuation. Il y a eu ce qu'on a appelé la drôle de guerre. De 39, les Allemands ont déclaré la guerre et puis ils n'ont pas bougé. Ouais. Ils se sont maintenus sur le Rhin, à la hauteur de Strasbourg, tout ça. Et nous, on était, parce que nous, les Français, on pouvait pas perdre, hein. On avait la ligne Maginot. Ouais. Mais ce qui personne n'a pensé, c'est que les Allemands, on passait au-dessus. Ouais. Avec des avions, ils étaient. Et alors, jusqu'en mai 40, au début, le 9 ou le 10 mai 40, ils ont attaqué. Les Allemands ont poussé leur grande attaque. Et les Français avaient vu tout ça qui se préparait. Et alors, est-ce que, à partir de ce moment-là, de cette attaque, est-ce que ça a changé, en fait, ici? Oui, c'est-à-dire que... On est parti. Pas tout de suite, hein. C'était le 9 ou le 10 mai, on est parti le 19. Oui, tu as raison. C'est dès le jeudi qu'on a commencé à avoir, jeudi, vendredi, 8 jours avant, hein, oui. Des colonnes de prisonniers, pas prisonniers, mais d'évacués belges. Les Allemands ils renflouaient vers nous, hein, vers la France. Quoi. Et puis alors, tout à fait sur la fin, juste avant de partir, là,
le samedi, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient partis, hein. D'ailleurs, le dimanche, c'était, ce dimanche. Ah oui, nous, le dimanche, il y a eu un bombardement dans 6 mois. Ouais. Oui, alors, ça fait un bombardement, c'était... Oui, il y avait eu chez moi, mais c'était une bombe incendiaire. Les avions allemands passaient en rase-motte, ils mitraillaient, je sais pas ce qu'ils mitraillaient, mais ils faisaient peur, quoi. C'était la panique. Là, c'était la panique. Et alors, donc, vous avez commencé à vous organiser pour le départ. Ah ben, tu sais où on a couché, nous, le premier soir, on est parti le dimanche après-midi, et on a couché à la Massée. Donc on a passé, là, la route d'Illy, là, dans le national, là, où il y a le café, puis on est rentré par la Massée, par l'entrée de la Massée. Ouais. Et puis on a couché, figure-toi, le papa, il savait qu'il y avait quelqu'un de Chiran qui habitait, un ancien de Chiran qui habitait la Massée. Et alors il est rentré dans un café, il m'a dit s'il ne connaissait pas, je ne sais plus son nom exactement. Maurice Lecomte. Ah ben ici, il dit, figurez-vous, il habite pas loin, et mieux que ça, il dit, monsieur, il a dit comme ça, au hasard, s'il y avait des gens de Chiran qui voulaient loger chez lui, j'ai la clé de sa maison. Alors on a couché chez lui. Oh, c'était chanceux, donc. Ah ouais? Alors, comment ça s'organisait vraiment le départ? Vous étiez obligé de partir? Ah non, c'était votre plein gré. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'est parce qu'on commence là. La radio, tous les heures, donnait un petit communiqué, il disait aux civils, ne bougez pas de chez vous, n'encombrez pas les routes, vous allez empêcher le mouvement des troupes, et c'est ce qui Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à partir? La peur. Parce qu'on voyait partir tout le monde. Et alors, il n'y avait plus personne, presque plus personne. Alors, qu'est-ce qu'il y avait plus de ravitaillement, plus de pain, plus de, hein. Donc, comment ça s'organisait? Vous avez pris une charrette, vous avez fait comment? Vous vous déplacez? J'avais mon vieux taxi de la Marne, moi, mon vieux taxi Rondo. Et alors, j'ai embarqué. Mon père a pris un vélo. Et Gilbert a pris un vélo. Parce qu'on ne pouvait pas y aller tous. Il y avait 3 vieux, hein. Plus ma mère. Attends, 3 plus ma mère, ça fait 4. Moi, qui conduisait, ça fait 5. Jean, ça fait 6. Et Marc, ça fait 7. Marc, il qui avait 7. Attention, non, Gilbert a pris le vélo de papa, hein. Et alors, écoute ici l'histoire. Et en plus, des bagages tout pleins. Ouais. Mon grand-père, il avait un vieux chariot. Il a ficelé comme on a arrangé ça avec des brancards, mis derrière la voiture. Mais c'était des roues de vélo. Bien avant d'arriver à la Bassée, dans un virage, il n'y a plus de voiture, on a tout laissé. On était chargés au bloc, hein. Et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on pense à prendre? De la nourriture, surtout? Qu'est-ce qu'on pense à prendre? Nous, on a pris, le pain qu'on avait, et puis le jambon. Bon, si on n'avait pas de pain, pas de meule, enfin, pas de petit du linge. Du linge. Mais c'est ça. La friteuse, tu m'as dit que vous aviez pris la friteuse. Ah, c'est possible, ouais. Tu m'avais raconté ça, que vous les avez les pieds dans la friteuse. La friteuse, c'était pas de l'huile, c'était du gras de bœuf. Le gras de bœuf, quand il est refroidi, il est à peu près solide, hein. Heureusement, c'était pas de l'huile. Et à toi, moment. Alors moi, l'évacuation, c'est un jour. On est parti le même jour? Le même jour. Je crois que tout le monde est parti le 19 mai. Et on a pris tous le même jour? Par un temps magnifique. Ah ouais, on a eu la chance pendant 15 jours. On a eu comme cette période de soleil, comme cette période du mois d'août. Ça, dans un. Il y a des gens qui ont couché dehors, hein. Donc, on a pris peur. Donc, cette maison avait été bombardée. Là, elle a pris feu dans le quartier. Et puis alors, plus de boulanger, plus rien. Donc, on est parti. Mais nous avons logé, je réfléchis, à Laine-les-Marais, c'est ça, ça existe? À Laine-les-Marais, c'est dans la... Ouais, c'est possible. On est allé, donc... Voilà les eaux. Voilà les eaux. Les Marais, ça existe. Bon, donc, nous sommes partis, c'est Robert qui conduisait, papa, maman et moi. Parce que Zélie était déjà partie avec ses parents, et ses 2 petits-enfants. Elle avait eu son 2e enfant dans l'intervalle. Eux, ils étaient partis quelques jours avant. Ils sont donc allés plus loin. Eux, ils sont allés dans la Saône, enfin, je sais pas quoi. Enfin, nous sommes partis là.
mais tout au long de la route, mitraillés par des avions. Alors, on sortait de l'auto, on courait dans un champ, on se jetait à plat ventre, les gardes de papa avaient ses mains écartées, mon père, il y a une balle qui est passée entre deux doigts. Il a eu peur, moi, il n'y a rien eu. Et puis, donc on avançait au pas, c'est le cas de l'autre. Alors, puisqu'on est arrivé seulement à l'Anne-les-Marais le soir. Alors, le lendemain, on est reparti, on avait toujours nos quartiers de viande dans la remorque derrière la voiture. Comme personne n'en voulait, Robert et mon papa les ont jetés dans le fossé. C'est malheureux parce que les soldats avaient faim, mais leur officier n'a pas voulu. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que je monte un petit peu la carte de France, comme pour vous dire, Dunkerque, Boulogne. Ouais. Bon, et alors, les Allemands sont arrivés par ici, là, sur le côté de l'île, et puis, ils ont coupé la route, hein. Et on joint la mer. Ouais, et alors, tous ces civils français on a été bloqués. Le lendemain matin, on est reparti, nous. On a fait 2 fois rien comme chemin, on n'avançait pas. Et tout le monde partait avec l'idée d'embarquer à Boulogne, de pouvoir partir soit en Angleterre, soit... On était pris. Donc vous partiez vers l'ouest. Oui. Vous aussi, vous vouliez rejoindre la mer. Non, on voulait vers le sud. Paris, tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez croisé les troupes? Tout d'un coup, on entendait une mitrailleuse, puis il y avait des pannes renversées, on était là derrière, je pense que on était arrêtés parce qu'on était bloqués, on faisait 100 mètres à la fois, on n'avait plus d'essence. On avait une voiture qui pompait terriblement, et alors quand tu roules pas beaucoup, quand tu vas pas vite, c'est encore pire, on n'avait pas fait, puis peut-être qu'on n'avait pas fait le plein d'essence, il y en avait plus. Ben, il n'y avait plus d'essence. Tous les Belges avaient pris l'essence. J'entends des coups sur les bonnes, et c'était les Allemands qui arrivaient. Et puis à la fin, on a vu des tués, on a vu des blessés, et le lendemain matin, c'était le soir assez tard, et le lendemain matin, les Allemands étaient là. Et même nous, pour l'essence... Là, on a été bloqués. Il a fallu attendre. Donc ça allait extrêmement vite, en fait. Ouais, oui. Parce que les Allemands, c'était 2 jours. Encerclés, hop. Ah oui. C'était fulgurant, leur attaque. Bon. Et pour l'essence, mon papa disait, pour te dire toujours l'honnêteté, la charité de mon père, il faut laisser l'essence pour les évacuer belges. Ensuite, on a encore dépensé de l'essence pour aller à Lille. Robert était allé à Lille avant qu'on ne parte là, pour voir s'ils ne pouvaient pas liquider la viande qu'on avait tuée. Au Hall, ils n'en ont pas voulu. Tu sais, on pouvait mettre la viande au Hall. Au Hall, ils étaient plus malins que ça, ils ont dit on n'en veut pas. Donc, pour te dire, nous, c'est la même chose, nous n'avions presque pas d'essence. Arrivé à Edin, dans le Pas-de-Calais, panne d'essence. Plus d'essence, on descend de voiture et puis on continue à pied. Alors, papa était malade, il faisait de la bronchite à l'époque, il a dit, laissez-moi mourir ici. Ah, c'était très gai, hein. Laissez-moi mourir, moi je me... Lui, il manquait d'haleine, il n'arrivait plus à marcher. Il y avait un soldat qui passait avec une moto et un sidecar. Laisse-moi un petit peu, chérie. Et un sidecar, il dit, monsieur, si vous voulez, je peux vous prendre dans mon sidecar, c'était pas de manière. Et où allez-vous? Ben, on s'en va à Boulogne. En étant à Edin, tu sais, on était bien sur la route de Boulogne. Bon, on va s'en aller à pied à Boulogne. Bon, ben d'accord, entendu. Ben, je dépose votre mari dans la première église de Boulogne. Rendez-vous à Boulogne. D'accord. La nuit, on a dormi dans la forêt d'Edin. Il faisait froid, parce qu'il faisait très chaud dans la journée. La nuit, c'est froid. On dormait. Et Robert, maman et moi. Je disais à Robert, on ne rira jamais plus. Parce qu'on a vu un tas de choses cruelles sur la route. On a vu des gens qui avaient été tués des bombardements, des cadavres comme ça. Un cheval qui avait reçu une bombe. Le cheval était tout gonflé. Le cheval, tu me diras, c'est pas si triste qu'un humain. Mais enfin, on a dit, on rira jamais plus. Et puis on a continué à marcher. On est arrivé à Anvin. C'est dans le Pas-de-Calais.
Fauquenberg, dans la région comme ça, Fruges. Oui. C'était triste, tout du long de la route, c'était bombardé. Et puis, on était très fatigués, on s'assoit sur le côté de la route, tout d'un coup, on entend une moto. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Ce soldat, avec papa dans six car on était heureux de se retrouver. La guerre n'était pas finie, et les Allemands ne nous avaient pas dépassés. Pendant que Paul Maillard était là, on a su son nom après, parce qu'après on l'a sauvé à la maison. Pendant qu'on était là, alors Paul Maillard dit, écoutez, c'était un débrouillard, moi je peux vous trouver de l'essence. Je vais vous trouver de l'essence. Alors il dit à Robert, si tu veux venir ou si vous voulez venir avec moi, on va aller trouver de l'essence. Il a trouvé de l'essence dans des voitures abandonnées. Il suçait, je sais pas quoi. Bien sûr. Bon, il a trouvé de l'essence. Il a dit, on va aller mettre de l'essence dans votre voiture, il dit à Robert. Et puis on revient ici chercher votre papa. Non, parce que, excuse-moi, dans l'intervalle, j'ai oublié de te le dire, dans l'intervalle, les Allemands sont arrivés. Non, alors il était parti quand même pour dépanner la voiture. Parce qu'entre parenthèses, les soldats, et plus d'officiers, plus rien du tout, les officiers, excuse-moi, l'armée française, les officiers avaient mis les bouts, les soldats, ils étaient livrés à eux-mêmes. Paul Maillard, il était là avec sa moto, il ne savait pas dans quel coin il devait rejoindre son bataillon. Des soldats français prendre leur fusil, casser quand même, contre le mur pour... c'est très... un petit peu. Oui. Bon, donc, voilà Paul Maillard parti avec Robert, mais pendant qu'ils étaient en train d'essayer de tripoter la voiture pour essayer de la faire repartir, là, les Allemands sont arrivés, pendant que Robert et Paul Maillard étaient ensemble. Paul Maillard, lui, les soldats, ils avaient une chaîne, et lui, il avait enlevé, Paul. On voyait c'était pas bronzé, là, enfin, peu importe. Ils ont donc vu, vous êtes un soldat, alors, Gueffang, à ce moment-là, Gueffang, alors vous partez par là, vous partez par là. Alors, Robert revient tant bien que mal, il vient nous rejoindre. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Paul Maillard, il s'était sauvé, et puis le voilà arrivé. Il avait trouvé des vêtements civils, et puis là, il a dit à Robert, on va aller dépanner la voiture. Il y avait même une petite blouse grise, ça y était drôle. Puis ils sont repartis, mais là, les Allemands sont encore arrivés, et puis ils ont dit, je vois que vous voulez voler cette voiture. Alors, ou bien alors non, c'est pas ça, excuse-moi. Quand ils sont retournés, il n'y avait plus de voiture, il y avait des cartes de visite de Denis Warnock, 6 juin, sur le sol, à la place de l'auto, les Allemands avaient pris l'auto. Et figure-toi que peu de temps après, cette auto est passée devant nous, patte en gris, WH, Wehrmacht. Et figure-toi que moi, je reconnaissais toujours le bruit de la voiture. Il y en avait 2 de cette marque-là dans 6 juin. Et alors mes frères, qui ont toujours été commandants, quand ils tournaient le coin de la rue, il fallait que j'aille ouvrir en vitesse la grande porte. Et alors quelquefois, par exemple, papa me disait, va ouvrir la grande porte. Non, c'est pas notre voiture. C'était le docteur qui avait. Mais notre voiture, elle avait un petit bruit spécial. Et alors là, c'est la même chose. J'ai levé la tête, on a vu passer. Et WH. Nous. WH ou WM? WH, Wehrmacht. WH. La Wehrmacht, ça s'écrit, c'était WH. Nous, on est donc mon père est parti à vélo avec Gilbert. Ouais. Le premier soir, ça va, il a réussi à venir jusque la passée, mais le lendemain, on a pris la route. À un certain endroit, il y avait de la route, des officiers, sous-officiers français, qui faisaient la circulation, les voitures par là, les cyclistes et les piétons de l'autre côté. C'est fini, on a perdu mon père et Gilbert. Ah, ma mère, désolé, nous va arriver à Edin, au château Strasberg, juste à côté d'Edin. On a réussi de rentrer dans la cour d'une ferme, petite ferme, et ils ont accepté qu'on loge dans la grange. Bon, on est resté 15 jours, là. Mais on ne savait rien. Parce qu'on ne pouvait pas revenir. Pas de nouvelles de Gilbert et de papa, on se battait à Lille. Et figure-toi que quand on est, parce que quand l'île a été prise, qu'il n'y avait plus de combat, à la commandature, ils ont déclaré que tous les évacués pouvaient retourner chez eux. Oui. Sur l'île et les environs. Alors on est revenu le 3 juin, on est revenu en même temps que mon père et mon frère.
Donc en vrai, c'est déjà fini cette évacuation. Ah ben oui, ça pas duré longtemps. Hein. Non, on a dû attendre que les routes cessent à l'île. Que les routes s'ouvrent. Alors nous sommes revenus à pied. Nous étions plus d'auto, nous sommes revenus à pied. Papa y a acheté un vélo. Il a même demandé une facture. À l'époque, il avait payé 500 francs. Il a demandé une facture au marchand. Parce qu'il y avait tellement de vols. Tu sais, il s'est passé des choses. Les gens, ils chapardaient. Qu'est-ce que tu veux? Bah là, on a eu faim, nous, tout le temps de l'évacuation. Et quand on est rentré, on n'avait rien. Il y avait des bêtes tout partout. Il y avait des bêtes qui traînaient dans les rues. Il n'était pas parce que les fermiers sont partis, ils ont détaché leurs bêtes, ils les ont laissées là. Mais nous sommes revenus avec Paul Maillard. Parce que, bon, il n'était pas déserteur. Il a déserté l'armée allemande, comme voulait pas être prisonnier. Alors, mes parents ont dit, bah, vous revenez à la maison avec nous. Mais on a distribué un petit peu de vivres aux évacués. Il fallait fournir sa carte d'identité. Alors, on était 21 dans une grange, on dormait dans une grange. Alors, c'était Robert et Paul Maillard qui allaient chercher le ravitaillement, mais ils n'avaient que 20 rations. Ils distribuaient aux autres, et nous, il nous manquait la ration de Paul Maillard. Il était marié, mais c'était un gars qui... On a un peu une nouvelle de lui, tu as un peu une nouvelle de lui. Pendant un petit moment, et puis après, bon, c'est de l'ingratitude ou je ne sais quoi. Non, on n'a plus eu. Quand mon papa est mort, mon papa est décédé, on a envoyé un faire part. Mais c'était un gars qui venait du Maroc. Autrement, il avait remercié. Ben après, il y a eu des petits-enfants qui sont nés, ils nous ont envoyé des faire part. Ah ouais, c'est ça. Sa femme, elle nous avait remercié, là, bien sûr. Alors l'évacuation s'est terminée là, mais la guerre ne s'est pas terminée pour autant. Et c'était l'occupation. Vous êtes rentré quand, vous avez dit? 3 ou 4 juin, oui. Alors, en même temps, oui, ben on est rentré un lundi. Ah, nous, ça devait être le mardi, donc c'était le 4. C'était le mardi. Donc j'imagine que vous avez tout eu le temps de déguster l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Jamais, on n'a jamais entendu. On n'avait pas de poste de radio. Cet appel, personne ne l'a entendu. Vous avez plus de poste de radio? Ben non, ben il y avait des postes de radio, c'était des gros postes qui étaient restés à la maison, il n'y avait pas de portable comme maintenant. D'accord, mais vous l'aviez plus? Ben non, il était resté à la maison. Ouais, mais quand vous ah oui, 18 juin. Ah si, quand on est venu, moi je l'ai pas entendu. Oui, c'était le 18 juin. Tu pourrais demander à beaucoup de monde, sur 199, ils n'ont pas entendu ce truc. Il n'y a pas beaucoup de... En plus de ça, ça venait par la radio de Londres. C'était brouillé. Quand vers Londres, c'était pas facile, hein. Remarque, il a peut-être pas fait de Londres, c'est pas sûr. Ah si, il a fait de Londres. Et puis, tu vois, après, quand, bon, ce qui s'est passé, bon, nous, c'est l'armée allemande, c'est les Allemands qui ont dirigé le pays, hein. Ouais. Et à partir du 22 juin, l'armistice franco-allemand. Terminé, hein, ration de viande, ration de pain, ration de tout. Donc, notre tuerie particulière, c'était interdit, on ne pouvait plus. Donc, c'est comme ça qu'il s'est institué un centre d'abattage à Cizeron. C'est là qu'il m'a pour plusieurs communes, hein. C'est grâce à Hitler, là. Tu vois, j'ai pas appris à conduire l'auto. À cause d'Hitler, mais grâce à Hitler, j'ai connu. Moi, j'allais comme grand-père. C'était un ancien douanier, les fonctionnaires obtenaient toujours les anciens militaires, ce douanier, obtenaient des postes, tu sais, et lui, il était en retraite et il a obtenu ce poste de bureau du centre d'abattage, quoi. Parce que il y a eu des tickets, ces tickets on les collectait quand on recevait les clients, on les collait, on allait les porter au centre d'abattage, on faisait le total des tickets, et la semaine d'après, tu avais le droit à autant de kilos de viande d'après les tickets, quoi. Et là, au début, moi j'y allais en tant que boucher, hein, bien sûr, et une fois, j'entends que, je sais plus, qu'est-ce que... Ben, c'est les parents qui t'ont proposé. Ah oui? Ah ben. Oui. Si. Alors, ce gars, il était tout seul, il n'en sortait pas, alors, plutôt quelqu'un, et tu vois, je vais te dire, hein, la musique, hein, que c'est bête, ce monsieur Donat, qui était mon chef, quoi, si tu veux, c'était un homme pointilleux.